Et aujourd'hui, on va parler d'une question qui fait polémique dans l'Hexagone et sur le continent africain, la présence de l'armée française au Sahel. En début de semaine, Emmanuel Macron a réaffirmé l'engagement français dans la zone avec un nouveau cadre politique, stratégique et opérationnel. Mais cela sera-t-il suffisant pour mettre fin aux violences? Les critiques continuent de fuser sur l'ingérence de Paris ou sur l'inefficacité de l'opération Barkhane. Merci Marc-Antoine de Pérouse de Monclos d'être avec nous. Vous êtes chercheur et vous faites partie justement de ces critiques. Vous publiez le livre Une guerre perdue, la France au Sahel, aux éditions Jean-Claude Lattès. Pourquoi affirmer dès votre titre que cette guerre ne sera pas gagnée et qu'elle est même déjà perdue? Je pense que quelque part, l'échec était programmé dès 2013. Alors le mot perdu renvoie à plusieurs choses. Il y a l'idée que c'est une guerre un peu lointaine, dans des contrées difficiles d'accès, des contrées perdues, n'est-ce pas? Et que donc on a beaucoup de mal aussi à faire remonter de l'information, y compris sur les exactions commises par les coalitions antiterroristes. C'est difficile de vérifier, on est un peu dans le brouillard de la guerre. Et puis perdu parce qu'ingagnable, c'est-à-dire je pense que, et malheureusement, après 7 ans de réflexion, parce que ça fait 7 ans qu'on est là, le logiciel d'analyse n'a pas fondamentalement changé, mais en réalité le vrai problème c'est celui de la faiblesse des États au Sahel. Et le djihadisme n'est jamais qu'un symptôme de cette faiblesse. Et on le voit très bien avec les dysfonctionnement des armées locales qui sont quand même formées par les Européens, par la France depuis des années, voire des décennies, et qui toujours dysfonctionnent. Or là, finalement, on a un peu déplacé le logiciel d'analyse, enfin même beaucoup recentré sur une menace terroriste qui est perçue comme globale, alors même qu'aucun de ces groupes n'a jamais commis d'attentat ni en Europe ni en Amérique. Donc de ce point de vue, on est dans une logique préventive. On dit on intervient parce que peut-être un jour, ces groupes pourraient nous attaquer en Europe. Une guerre préventive, en quelque sorte. Une guerre préventive, ça s'est déjà vu ailleurs. Puis je trouve qu'il y a peu d'investigation, de réflexion, quand il y a des affirmations de certains dirigeants à l'Élysée sur, effectivement, vérifier un peu ce qui se passe sur le terrain, la réalité de cette menace. Parce que ce qu'on peut voir ou ce qu'on peut comprendre de ce qui se passe sur le terrain, c'est que ce sont des dynamiques très locales, en fait. Ce sont des conflits liés au bétail, à l'accès à la terre, des rivalités politiques, des rivalités de pouvoir, et aussi une protestation contre la corruption des gouvernements en place et parfois leur autoritarisme. Et vous revenez d'ailleurs dans votre livre sur la notion même de terrorisme, en tout cas de ce mot appliqué voilà, à ce qui se passe dans cette zone. Alors, vous l'avez rappelé, ça a commencé il y a 7 ans avec l'opération Serval, qui s'est transformée ensuite en opération Barkhane. On va faire le point sur cette opération, justement, 7 ans après, avec Grégory Fontana. Regardez. La complexité de l'opération Barkhane est bien de savoir comment contrôler une zone grande comme 1,5 fois l'Europe, avec 4500 soldats français. Depuis ces derniers mois, les revers s'accumulent sur le terrain. 13 soldats français tués dans un accident d'hélicoptère, 71 militaires nigériens tués dans une attaque, 140 Maliens dans une autre. La réponse uniquement militaire, en additionnant les forces et on voit ses limites. D'abord, je crois qu'il faut une stratégie nouvelle. Pour moi, elle n'est pas militaire, ou plutôt elle n'est pas que militaire, loin s'en faut. Elle est aussi politique, elle est aussi économique, elle est aussi sociale. Seules les forces locales arriveront à résoudre cette question. Ce sont les pays sahéliens qui arriveront à résoudre la question sahélienne. Mais l'opération connaît aussi ses succès depuis notamment le feu vert donné le mois dernier à l'utilisation de drones de combat. Barkhane, c'est aussi dans les pays de la région un sentiment anti-français qui se développe au sein des populations, d'où une demande de clarification au plus haut niveau. Souhaitent-ils notre présence? Ont-ils besoin de nous? Je veux des réponses claires et assumées sur ces questions. Je ne peux ni ne veux avoir des soldats français sur quelque sol du Sahel que ce soit, alors même que l'ambiguïté persiste à l'égard de mouvements anti-français, parfois portés par des responsables politiques. Barkhane, c'est la principale opération militaire extérieure de la France. Marc-Antoine Pérouse de Monclos, quel bilan faites-vous de l'opération Barkhane? Il n'est pas bon, 7 ans après. Prenez le cas du Mali, puisque c'était le premier terrain d'intervention. Les groupes djihadistes sont toujours actifs, ils se sont déplacés, mais ils sont toujours là, avec des noms différents. Le pays est toujours divisé en deux. Rappelez-vous, en 2012, il y avait eu cette proclamation d'indépendance dont s'étaient saisis en fait, les groupes djihadistes pour prendre le pouvoir dans le nord. Et en fait, aujourd'hui, concrètement, le pays, l'État n'est toujours quasiment pas présent dans le nord. Vous dites qu'à l'époque, en 2013, vous aviez prévenu d'un ensablement, ce sont vos mots, dans la zone. Qu'est-ce qui vous permettait d'affirmer cela? Ce logiciel d'analyse qui est vraiment centré sur une menace terroriste globale, alors que le fond du problème, c'est l'État, la faiblesse de l'État au Sahel. Et je ne crois pas que la France soit en mesure, ni même ait envie de recoloniser et de gérer des pays. Donc,
tout le monde est quand même à peu près d'accord pour dire que, la solution est essentiellement politique et non pas militaire, et que deux, la solution, c'est ce qu'on vient d'entendre, mais là il y a un consensus, et que la solution est entre les mains des Africains, pas de l'Élysée. Est-ce qu'il y a un basculement justement aujourd'hui et dans l'opinion française et dans l'opinion justement des pays du Sahel concernés? Alors, côté français, on commence à voir un petit frémissement dans les sondages où il y a une petite majorité qui est plutôt favorable à un désengagement. Du côté africain, ça fait quand même longtemps que c'est mal perçu dans le sens où c'est assez humiliant, des décennies après l'indépendance, de faire appel à l'ancienne puissance coloniale pour intervenir. D'ailleurs, il y a une règle non écrite des Nations Unies qui dit qu'il faut justement, pour éviter les conflits d'intérêts, que ce ne soit pas l'ancienne puissance coloniale qui intervienne dans ces anciennes colonies. Mais bon. Et puis d'autre part, cette frustration grandissante, c'est-à-dire 7 ans après, quel est le bilan? Il n'est pas bon. Et puis des interrogations, alors beaucoup de conspirationnisme sur les intérêts cachés de la France dans la région, qui pointent sur un problème en fait, c'est que les interventions militaires les meilleures sont les plus courtes. Donc plus on dure, plus on est... Ça devait durer 6 mois au départ. Et plus ça dure, plus vous prêtez le flanc à des accusations de néocolonialisme, etc. Est-ce que c'est l'Afghanistan des Français ? Alors, en termes de pertes humaines, non. En revanche, on est dans un piège. On est ensablé. C'est la raison aussi pour laquelle je pense qu'il faut, annoncer un désengagement. Alors attention, la question, c'est pas de savoir si on va un jour se désengager. Oui, forcément, on n'est pas là ad vitam aeternam. C'est de savoir quand et comment. Et je pense que l'annonce d'un calendrier de désengagement peut aussi provoquer l'électrochoc qui fait que les États sahéliens vont se ressaisir. Parce que c'est les Sahéliens qui ont la solution, c'est pas nous. On va revenir sur le sentiment anti-français dont on vient de parler à l'instant, sur le continent africain qui se développe. Emmanuel Macron en a parlé avant Pau. Et on va écouter un député malien d'opposition, justement, Oumar Mariko. Écoutez. Monsieur Macron fait croire que les soldats français sont en train de mourir pour la liberté, pour la démocratie. Mais non, les soldats français, je le regrette, franchement. Et j'ai une pensée pieuse pour tous ceux qui sont morts. Sont des gens manipulés, envoyés à la boucherie pour les intérêts du capital financier français. Je vous entends rire. Oui, parce que ça fait partie de ce conspirationnisme. La France serait intervenue au Mali pour mettre la main sur un pétrole qui est en fait prospecté par les Algériens, qui pour l'instant n'est jamais découvert en quantité commerciale. Bon, ça reflète un peu ça. Moi, je pense que la France est intervenue pour un besoin de démonstration de puissance. Elle veut conserver son siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, démontrer qu'elle est encore capable de sauver le monde de la barbarie djihadiste, et pour ça, le Mali est un terrain assez favorable. Mais ne fallait-il pas intervenir malgré tout en 2013 ? Alors, vous remettez en question justement la question du scénario qu'on a présenté à l'époque, de cette colonne justement, qui allait s'emparer de Bamako et qui ensuite aurait constitué un Sahélistan, un État islamique. Je crois que ce scénario-là doit être quand même sérieusement discuté. De toute façon, on n'en est plus là. Aujourd'hui, on a intervenu. La question, c'est effectivement qu'est-ce qu'on fait, en sachant que pour l'instant, le logiciel d'analyse n'a pas changé et qu'envoyer 220 hommes supplémentaires ne va absolument rien changer. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron justement au sommet de Pau. Il a réaffirmé son engagement. Et c'est pas ça qui va... Je le disais, il y a un nouveau cadre politique, stratégique et opérationnel. Vous en pensez quoi, vous ? Moi, ce que je vois, c'est que du coup, on va avoir un commandement conjoint avec les Français et les troupes du G5 Sahel, des pays du G5 Sahel. Donc les exactions, les abus que peuvent commettre les forces de sécurité au nom de la lutte contre le terrorisme, là on démultiplie le risque que ces abus en fait ternissent aussi l'image de l'armée française. Je suis pas sûr qu'on ait bien mesuré ce risque à l'Élysée, puisqu'on entend parfois des militaires qui vous disent que c'est pas très grave si on n'a pas le soutien de la population, on peut continuer ainsi pendant des années. Mais est-ce que la France est prise au piège ? Est-ce qu'elle ne se sent pas contrainte d'intervenir, notamment justement face à cette insécurité qui monte aussi au Burkina Faso, par exemple, aussi au Mali ? Alors, je voudrais rappeler qu'il y a d'autres zones de conflits armés très importantes en Afrique, dans l'est de la RDC, dans le sud du Soudan, en Somalie, en veux-tu, en voilà, et on n'en voit pas 5000 hommes à chaque fois. Donc, prétendre, il y a une espèce de péché d'orgueil post-colonial à prétendre que la France pourrait résoudre les problèmes des Africains. Non, la solution, encore une fois, elle est entre leurs mains. Donc, encore une fois, le narratif dominant, c'est que si on est intervenu, c'est parce qu'il y avait un risque terroriste. Or là, ça demande à être regardé de plus près, puisque finalement,
finalement, on s'aperçoit que les logiques, les dynamiques locales sont beaucoup plus importantes que la référence à des modèles révolutionnaires globaux de type Al-Qaïda ou l'État islamique. Donc là-dessus, encore une fois, regardons un petit peu ce qui motive les groupes djihadistes, entendons-les aussi. Peut-être faut faire une analyse un peu balancée de ce qui est en train de se passer. On va écouter justement à ce propos Miguel Ángel Moratinos, représentant de l'Alliance des civilisations de l'ONU, sur le rôle de la diplomatie. Écoutez. Je crois qu'on est dans un monde où on a tendance à croire qu'une seule option, c'est celle qui peut donner résultat et trouver une solution. Et c'est faux. Et évidemment, quand on fait un pari seulement sur le sécuritaire, sur le militaire, et je dois à tout le monde à saluer le courage et la vision du président Hollande qui a sauvé Bamako. Il fallait intervenir. C'était l'opération Serval. Serval. Et moi, je ne nie pas le fort du président Macron, de ses co-présidents au Sahel qui doivent mettre des mesures de sécurité militaire, garantir évidemment sur le terrain. Mais je constate, avec tous mes respects de ce qui a été fait, que la diplomatie a été jouée à 15% de son potentiel. Miguel Ángel Moratinos, qui sera l'invité d'International ce dimanche. La diplomatie, elle n'a pas été assez utilisée? Non, on voit que les diplomates qui ont, disons, contesté ou, disons, avaient une analyse mitigée sur les mérites de l'intervention militaire ou bien des analyses assez franches sur la corruption des régimes en place, qui expliquent beaucoup de choses dans la poursuite des hostilités, eh bien ces diplomates-là ont été, disons, écartés. Pourtant, la diplomatie a un rôle très important à jouer, y compris en termes de négociation. Alors là, je voudrais rappeler une chose. Il y a aujourd'hui un processus de paix un peu chaotique, mais qui fonctionne quand même en Colombie, où on a mis en place un fonds d'indemnisation pour les victimes à la fois des insurgés, les FARC, et puis des forces paragouvernementales et gouvernementales. Là, dans le cas du Sahel, on est dans un récit absolument unilatéral où toutes les atrocités seraient uniquement commises par les forces djihadistes. Donc effectivement, les États ne reconnaissent pas leurs propres erreurs, et donc là, on va droit dans le mur. Et là, la diplomatie doit intervenir à la fois pour recadrer un peu l'analyse, voir les dynamiques locales plutôt que globales de ces insurrections, et essayer de voir dans quelle mesure on peut essayer de réparer tout ça. Mais encore une fois, c'est du côté des États africains qu'est la solution. Et écoutez aussi les chercheurs. Je sais justement, je reviens sur un épisode récent concernant votre revue, celle que vous dirigiez, et en fait, vous n'avez pas pu publier une interview, par exemple. Alors, c'était un numéro qui était coordonné par un professeur canadien sur les conflits au Mali, qui effectivement, dont le ton avait déplu aux responsables de l'Agence française de développement qui, en fait, finançait la revue. Donc finalement, ce numéro, je le dis, a été publié par le Journal canadien des études africaines. Donc on peut trouver en ligne ces articles qui, vous le verrez, n'ont rien de particulièrement offensant et qui font justement un point sur les limites de l'intervention de la communauté internationale, d'ailleurs, pas seulement de la France, parce que n'oublions pas, on parle tout le temps aussi de l'armée française, ici dans ce pays, mais il y a aussi 13 000 casques bleus au Mali. Donc les interrogations aussi sont très fortes sur les raisons de leur présence et la poursuite de leurs opérations. Merci Marc-Antoine Pérouse de Monclos d'avoir été avec nous. Vous publiez donc ce livre, Une guerre perdue, la France au Sahel, aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci à vous d'avoir été avec nous.